Eh ben écoutez, c'est parti. Alors bonjour à tous. Je suis hyper content d'être là. Donc le but, c'est voilà, il n'y a pas un formalisme très fort, donc sentez-vous libre d'intervenir. Si vraiment il y a un truc qui vous choque dans la présentation, que voilà, vous n'êtes pas du tout d'accord, que vous avez une contre-expérience à discuter, il n'y a pas un formalisme hyper rigoureux. Moi, en gros, pour que vous sachiez d'où je viens, je fais surtout une agence web, pour aller très vite. On est une dizaine de devs, donc agence à taille humaine. Et comme peut-être beaucoup d'entre vous, je ne sais pas, en décembre 2022, j'ai vu ChatGPT, je me suis dit waouh. Enfin, moi j'ai eu cet effet waouh. Et du coup, bah, j'étais un peu là en me disant, mais est-ce que ça va remplacer mon job? Ou est-ce qu'à l'inverse, du coup, je vais devoir recruter 10 fois plus de monde parce qu'il y a des opportunités de dingue? Et en fait, je ne savais pas trancher cette question. Et aujourd'hui, moi, mon but, c'est simplement de vous expliquer un peu le cheminement que j'ai fait depuis cette époque-là, et puis essayer de livrer une opinion, qui n'est qu'une opinion, mais que je vais quand même essayer d'argumenter avec, enfin, en essayant de la rendre la moins biaisée possible. Euh, donc, ah ouais, ah oui, merci, merci. Hop, voilà, nickel. Donc ça c'était pour la petite partie présentation. Donc, alors, du coup, premier échange, c'est sur cette thématique-là, justement. Est-ce que c'est quoi les mythes, la réalité, les opportunités dans le métier, dans notre métier de développeur, à l'ère de l'IA générative qu'on a pu voir avec ChatGPT. Juste par curiosité, qui est dev dans la salle? D'accord, donc ok, une grosse majorité. Et les autres, c'est en lien avec des startup tech ou il y a aussi peut-être juste des personnes curieuses? Non, tout startup tech alors. Ok. Ok, bon. Euh, donc, en fait, on va aborder pas mal de thématiques. À chaque fois, ça va être mon opinion et puis je vais essayer de dire pourquoi et ce que j'ai pensé. Le point que je voulais juste faire un petit aparté avant de rentrer dans la technique pour dire, je pense que c'est un sujet où on est particulièrement biaisé. En tout cas, moi le premier. Et il y a une raison pour ça, c'est que quand on regarde dans l'histoire, il y a plein justement d'histoires sur l'homme qui mystifie ses créations. Donc de gauche à droite, un exemple qui est très souvent cité hein, par d'autres personnes qui font des talks, je pense à très juste titre. Donc l'exemple vient pas du tout de moi, le veau d'or. Donc ça c'est en gros toutes les religions monothéistes où l'homme a créé un peu son idole à vénérer. Au milieu Pygmalion, donc rien à voir avec les contes de campagne, hein, c'est avec un P. Donc en fait c'est l'histoire dans l'Antiquité grecque d'un sculpteur qui tombe amoureux de sa statue et la statue grâce à Aphrodite prend vie et voilà ils vivent un idylle et à droite Frankenstein. Donc c'est juste pour dire en fait il y a quand même une thématique derrière qui est assez fréquente, c'est est-ce qu'on a une sorte de propension à mystifier un peu nos propres créations. Donc peut-être il y a des mythes mais moi je voulais juste utiliser cet exemple pour donner l'exemple que je pense que ma propre opinion est aussi vachement biaisée. Donc, du coup, moi, ce que je propose comme approche, c'est simplement l'approche pragmatique que j'ai faite, c'est on va essayer d'augmenter le niveau de connaissance sur l'IA, parce que moi, je viens du dev full stack, donc j'avais quelques amis qui ont fait de la recherche en IA, mais je suis pas du tout un chercheur en IA, je suis un dev full stack, et du coup, je me suis dit, ok, essayons d'augmenter le niveau de connaissance progressivement et plonger dans ce sujet de l'IA. Donc j'ai commencé par un truc que vous avez d'ailleurs peut-être tous fait, jouer un peu avec ChatGPT. Ouais, vous l'avez quasiment tous fait. Par curiosité, qui a eu un effet wow sur ChatGPT? Ok. Et qui pense que ouais, finalement c'est sympa, mais c'est peut-être un peu une mode pour aller vite? Ouais, ok. C'est un peu les retours que j'ai, c'est-à-dire qu'il y a eu pas mal d'effets wow, mais il y a aussi quand même une bonne partie des gens qui trouvent que bon, c'est sympa, mais qui sont un peu sceptiques, qui à minima attendent de voir. Donc ça c'est intéressant à voir. Moi je vais juste vous montrer quelques prompts super rapides, hein. Le but c'est pas de faire une conf sur comment devenir un prompt engineer, mais en fait ce que je trouve intéressant c'est surtout la diversité des cas d'usage. Il y a les cas d'usage assez classiques, typiquement des regex. Si vous êtes sur du web, il y a des gens qui adorent les regex
d'autres pas du tout. Je fais partie plutôt de la deuxième catégorie des gens. Donc ça a peut-être, ChatGPT m'a peut-être évité un stress post-traumatique. Mais il y a un autre cas d'usage dont je voulais vous parler que j'ai trouvé vraiment super cool. Y compris d'ailleurs, parce que je fais une petite chaîne YouTube à côté où j'essaye d'explorer les frameworks IA qui se développent. Et du coup, bah, j'ai dû faire beaucoup plus de Python. Et moi, je viens plutôt d'un environnement PHP, Symfony, Laravel, CodeIgniter, tous ces trucs-là. Et du coup, parfois, je pose des questions un peu de débutants pour le prompting. Donc ceux qui sont très bons en Python, je sais pas, il y a des gens qui font du Python dans la salle? Ouais. Bon, la question fera un peu rire parce que j'essaye de parcourir, voilà, de prendre juste des valeurs d'un objet, enfin un truc vraiment super basique. Mais du coup, ChatGPT m'a accéléré là-dedans, c'est-à-dire que c'était un peu j'ai utilisé un peu comme un tuteur, quoi, pour apprendre un nouveau langage. Et ce qui est super cool aussi, je pourrais montrer d'autres exemples, c'est que si vous si vous êtes bon dans un langage, vous pouvez dire, ok, voilà ce que je fais en PHP par exemple, comment tu l'aurais fait en Python? Et du coup, il va te donner des exemples et je trouve qu'il est assez pédagogue. Donc moi, c'était juste pour vous parler de ça. Autre point, j'ai une galère plutôt sur de l'admin 6. Vous savez, toutes ces histoires d'IPv6 et tout. Et puis j'avais oublié, enfin, il y avait des bugs qui paraissaient un peu aléatoires parce que en fait, c'est juste moi qui avais très mal configuré mon IPv6. Et du coup, il a fait un petit peu l'inspecteur, ChatGPT, où en gros, je faisais des actions, je lisais le retour qu'il y avait sur mon terminal, connecté sur mon serveur, et puis il me donnait des pistes, il me proposait de tester des trucs. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a une sorte d'interaction avec ChatGPT. Donc, je trouvais que c'était cool de l'utiliser aussi pour du debug, même s'il n'est pas connecté au serveur. Le fait de chatter avec lui, de faire du ping-pong, bah en fait, je me suis rendu compte dans la conversation qu'il avait quand même une mémoire qui n'était pas trop dégueulasse. Et ça, c'est un point dont on va revenir. La gestion de la mémoire, je trouve que c'est un truc qui est hyper important pour la suite. Peut-être avec un peu de chance, j'y réussirai à convaincre les gens les plus sceptiques dans la salle. On verra. D'autres cas de figure, une dépendance que j'avais mal gérée, une dépendance Node mal gérée. Pour générer, vous l'avez peut-être fait aussi, si par exemple vous voulez progresser sur du front-end, je l'ai aussi utilisé pour générer des interfaces, là avec Tailwind, pour gagner un peu de temps. Donc c'est plutôt sympa. Là, le fameux exemple de la regex. Donc voilà, donc tout ça, je pense que vous avez pas mal joué aussi avec là-dessus. Pas de nouveauté pour le moment. Ok, très cool. Dernier petit exemple que je voulais vous montrer, mais c'est surtout ça, je trouve au bout de 6 mois, là où je continue à vraiment plus l'utiliser, c'est pour accélérer l'apprentissage dans des trucs que j'ai pas fait. Moi, c'est vraiment ça. Au début, je l'utilisais pour essayer de gagner du temps. Au final, c'est pas mal, mais je pense qu'au mieux, moi je vous donne mon ordre de grandeur, on va voir si c'est partagé. Ça me fait gagner un peu de temps, mais je dirais peut-être 20% de mon temps. Max 20%. Par... ouais. C'est déjà fou. Ah oui, oui. Un cinquième de temps de gagner sur une journée. Ah ouais. Ah non, mais je suis complètement d'accord. C'est clair. Mais en fait, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que c'est super, parce que ça vient en plus en complément, et puis c'est une prouesse technique. Et ouais, non, en fait, c'est fou. Ouais. Non, je sais pas de J'ai une petite Ouais. question, peut-être un peu bête, mais Vas-y, je t'en prie. je vois que depuis tout à l'heure, les captures d'écran que tu as faites, elles sont toutes en anglais. Est-ce que tu as déjà essayé de le faire en français? J'avais posé une question, c'est pourquoi le choix de l'anglais, parce que finalement il est bon pour comprendre. Ouais, c'est vrai. Ça va pour comprendre en français aussi. Ouais, c'est une bonne question. En fait, au début, en fait, ça s'est fait par habitude. Je suis pas parfaitement bilingue du tout. Je suis plus à l'aise en français. Mais au début, je me suis dit, testons en anglais parce qu'il sera peut-être meilleur. Et en fait, je me rends compte, je me rends compte là maintenant qu'en fait, j'ai pris l'habitude de faire mes prompts en anglais parce que j'avais commencé en anglais. C'est intéressant de tester les Les deux deux. versions pour voir si du coup il Ouais. est plus à l'aise en anglais qu'en Ouais, il y a français. Plus à l'aise. quand même, Mais notamment Ouais. pour je spécifier des suppose qu'il est quand même librairies meilleur. ou autre. Ouais. Il n'y a pas trop de français quand même. J'ai pas trop de retour d'expérience d'ailleurs là-dessus. Il y a des gens dans la salle qui ont comparé un peu les deux ou pas trop. Ouais. J'ai eu l'occasion d'utiliser les deux et c'est vrai que ce soit ChatGPT ou même les IA qui est à côté, ChatGPT c'est moins marqué mais il comprend quand même Ouais. beaucoup mieux et va avoir tendance à mieux expliquer et Ouais. vraiment mieux comprendre les détails en anglais D'accord. que le français. Le gros de la réponse Le est gros, bon, mais ouais. moins détaillé. Moins parfait. détaillé et moins. Ouais, c'est ça.
Je pense que là où il y a peut-être aussi un gros biais, ça doit être dans des écritures où l'orthographe est un peu différente parce qu'il comprend vachement bien les deux points, les guillemets. J'imagine que s'il y a par exemple d'autres alphabets qui s'écrivent un peu différemment, le act as par exemple au début des prompts, il le comprend très bien. Je pense que parfois il peut peut-être y avoir d'autres langages où la syntaxe est moins évidente à apprendre de ce point de vue-là. Voilà, donc ce serait super intéressant d'avoir un prompt engineer qui nous explique, mais moi j'ai pas beaucoup de retours d'expérience sur cette comparaison-là. Moi, si c'était pas pour pallier des fois au côté un peu verbeux et un peu pompeux justement du français, où des fois la langue anglaise est plus Ouais. Straightforward. direction, en fait, Ouais, c'est ça. un peu Ouais. de but. Ouais. Des fois que dans ses réponses, il est sur Ouais. la partie française justement, il peut être un peu. Ouais, c'est ça. Bah, c'est vrai que déjà, les traducteurs, en général, je crois que c'est un peu plus court en anglais qu'en français, qui est peut-être un peu plus verbeux, avec plus de... Enfin, voilà. Donc c'est bon à savoir, je ferai le test. Tu Euh, peux essayer de ouais. poser des questions un peu comme tu les poserais à Google, Ouais. plus avec des mots-clés, pas sans vraiment faire de phrase. Ouais. Alors là, en général, pas trop, parce que justement, la manière dont je le faisais, c'était toujours... moi, je commence quasiment tout le temps comme agis en tant que... sauf pour le dev où j'ai pas trop besoin, enfin pour certaines parties du dev, mais je lui donne quand même un élément de contexte. Il y a le agis en tant que, ensuite des éléments de contexte, le résultat attendu. Enfin, j'essaye vraiment de structurer et à chaque fois et assez souvent, je remarque que le deux points et les guillemets, ça marche assez bien. En règle générale, je trouve que c'est dur si on fait juste du Google, enfin des mots-clés à la Google. Je pense que les résultats seront sûrement un peu moins bons, quoi. Et puis je voulais vous donner un dernier exemple, en fait, qui est super simple, hein, ça reste ChatGPT, mais je trouve que c'est vachement pratique. En fait, vous pouvez donc, justement, pour rebondir sur la question, ça fait une bonne transition, vous pouvez préciser le format de la réponse attendue. Donc si vous amusez et vous dites le format de la réponse attendue, c'est un JSON dont voici un exemple, en fait, vous voyez que vous allez pouvoir utiliser ChatGPT de manière apaisée, super simple dans vos applicatifs, parce qu'il va vous répondre en vous renvoyant un JSON. Et je donne un exemple, mais vraiment tout bête. Je me suis amusé à le faire dans une petite vidéo là, de ma chaîne, mais ça prend vraiment genre 15 minutes à faire. Un exemple, c'est vous avez parfois, vous savez, des logiciels de gestion documentaire, donc vous avez en gros des PDF quelque part. Vous avez un code Python, vous dites regarde ce PDF, parse des trucs. On reviendra sur la gestion de la mémoire, mais à supposer que ça rentre dans la mémoire. Vous envoyez le contenu du document à ChatGPT en disant agis en tant que directeur d'agence web, fais-moi un devis basé sur le contenu de ce PDF et renvoie-moi la réponse avec tel output. Un output sous forme JSON, vous récupérez le JSON et vous refaites une requête post derrière au CRM qui du coup en fait a tout son devis qui est construit avec le bon graphisme et tout ça. Et donc en fait là on se rend compte qu'en 15 minutes on peut, alors c'est très MVP, c'est pas production ready, mais vous avez une preuve de concept de comment on peut utiliser de manière apaisée ChatGPT pour faire un pont entre deux applicatifs différents. Ça je trouvais ça assez intéressant, je trouve que c'est pas hyper présenté dans les cas d'utilisation du chat, mais je trouve ça rigolo parce que ça marche bien et les JSON marchent vraiment, c'est-à-dire les retours, les outputs sous forme JSON, que vous lui donnez un seul exemple et il cartonne, et vraiment il cartonne, il va vous donner pile le JSON que vous attendez. Donc derrière, si vous faites un code propre en production ready, vous allez évidemment essayer de parser l'objet qui est retourné par ChatGPT pour voir si le format est bon. Vous aurez une sorte de validateur, une classe ou je ne sais quoi, enfin un truc qui va valider l'output de ChatGPT. Mais mon expérience, c'est que ça marche. J'ai pas eu de cas de figure où ça marchait pas pour l'instant. Hop. Alors, je passe à la slide d'après. Donc là, on passe à un truc peut-être un peu moins exploré, mais je pense que certains en ont peut-être déjà entendu parler. AutoGPT, Baby AGI. Est-ce que ça parle à lever la main si vous avez déjà vu? Ok, donc un peu moins. Donc là, c'est minoritaire. Alors, l'histoire est... Moi, je suis vraiment... j'ai trouvé ça hyper impressionnant quand j'ai vu ce que ça faisait. Et en fait, derrière, c'est super simple. La technique qui est derrière est super simple. Le but, c'est de dire... Est-ce qu'on peut faire, en utilisant ChatGPT comme un cerveau, entre guillemets, est-ce qu'on peut atteindre un début d'intelligence artificielle générale? Donc ça, c'est le truc de science-fiction avec une intelligence vraiment qui est transversale, multidomaine. Alors,
pour comprendre un peu, j'ai fait une petite vidéo dessus, mais pour comprendre un peu comment ça marche, imaginez que vous dites à ChatGPT, vous avez un problème. Moi, par exemple, j'ai envie d'automatiser dans mon autre boîte le fait de récupérer une liste de pharmacies autour d'Orléans. Ok. Donc là, vous faites un prompt à ChatGPT, vous dites agis comme un humain qui doit résoudre le problème suivant, deux points, récupérer la liste des pharmacies autour d'Orléans, fais-moi un plan en plusieurs étapes, et pour chacun des plans, prends en considération le fait que tu ne peux utiliser que Google Chrome ou écrire du code Python. Donc c'est un exemple, mais vous listez les outils qu'un humain aurait à ses dispositions. Donc vous faites un prompt comme ça, très structuré, en mode c'est agis comme un chef de projet qui connaît les outils de son équipe. Et vous spécifiez des outils qui sont informatiques. Donc là, il va vous dire, ok, bah moi ce que je ferais, c'est que j'ouvrirai Google Chrome, étape 1, et je taperai pharmacie autour d'Orléans. Étape 2, j'essaierai de parser le résultat. Donc ça, c'est le LLM qui va vous donner ce qu'il aurait fait en tant qu'humain. Alors, imaginez maintenant que vous couplez ça avec un output sous forme de JSON, où il vous liste un arrêt des prochaines étapes, et que pour chacune des prochaines étapes, il associe une étape à une action qui est actionnable par un code Python. Par exemple, Google Chrome, bah voilà, soit vous prenez une API, genre SERP API qui fait la requête Google pour vous, soit c'est sur une machine locale et puis directement vous pouvez ouvrir Google Chrome. Donc là, ce qui va se passer, c'est que vous allez récupérer du coup les résultats de Google. Et si vous étiez un humain avec ChatGPT, vous pourriez renvoyer à ChatGPT le résultat en disant « Ok, je viens de faire l'action ChatGPT que tu m'as demandé de faire, voici le résultat de la page Google, je fais quoi après ?» Et là, il va avoir en mémoire tout ce il garde en mémoire son objectif, il garde en mémoire l'historique des actions passées, et il va vous proposer une nouvelle prochaine étape pour atteindre l'objectif qui est de récupérer la liste des pharmacies. Et on itère comme ça de manière un peu infinie, comme un humain ferait en fait. Et en fait, ce qui est super impressionnant, c'est que, les résultats sont mitigés. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est par contre très impressionnant, c'est qu'il vous montre la logique. Et la logique correspond vachement à celle d'un humain. Un humain, il va faire sa recherche Google, il va regarder si les résultats sont cohérents et nous intéressent par rapport à l'objectif atteint. Ensuite, il va reprioriser les tâches. Et donc ça, c'est un exemple de gestion de projet, en fait, qu'on fait tous naturellement. Et ce qu'ont fait ces gens-là, AutoGPT et BabyAGI, c'est qu'ils ont automatisé ça. Et alors, n'hésitez pas, hein, si c'est vraiment pas très clair, dites-moi. Parce qu'en m'entendant parler, je me dis que c'est pas forcément super bien présenté. Mais en fait, l'idée, c'est utiliser ChatGPT pour le raisonnement, qui est une tour de contrôle, qui va piloter des actions qui seront déclenchées par votre code Python. Et une fois que le code Python est exécuté, il renvoie le résultat de cette exécution à la tour de contrôle. Donc la tour de contrôle, le cerveau, c'est ChatGPT. Il te dit de faire une action, tu fais l'action, tu prends le résultat et tu informes la tour de contrôle du résultat que tu as réussi à choper. Et là, la tour de contrôle te dit j'ai tout l'historique, maintenant on va changer l'ordre des priorités, on va faire ça, on va plutôt faire cette prochaine action, recommence. Et là, ça peut être jusqu'à ce qu'il atteigne le résultat défini au départ. Et en fait, ça, ce qui est absolument incroyable, c'est que donc AutoGPT et BabyAGI, ils vous loguent le raisonnement de cette tour de contrôle. Et quand vous voyez le raisonnement, vous dites, c'est ce qu'un humain m'aurait dit. Donc, et c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, avec ce petit hack, qui est alors ce petit hack, en fait, c'est un nom, c'est React. Alors, rien à voir avec React.js, hein. C'est reasoning, tour de contrôle, et acting. Donc ça, c'est votre code Python qui va déclencher une commande Chrome ou votre code Python qui va lui-même coder du code Python si ChatGPT vous dit de coder du code Python. Et vous avez comme ça une boucle d'itération. Je raisonne, j'agis, je re-raisonne, je réagis, je re-raisonne, jusqu'à atteindre une boucle, jusqu'à atteindre l'objectif. Donc ça, c'est assez stylé parce que on peut imaginer que ça va marcher un jour. Là, moi j'ai fait les tests. La bottom line, c'est que dans l'exemple que je vous donne, il y a beaucoup de données qui sont hallucinées, il y en a qui sont justes, mais surtout la trame de raisonnement est la bonne. Mais au bout d'un moment, ça diverge, ça pète, c'est-à-dire qu'il commence à faire n'importe quoi, il s'enferme dans des boucles, et c'est toujours au bout d'un moment. Le début est bien, et ça c'est un problème qui est lié à la mémoire,
la gestion de la mémoire, la gestion de l'itération, parce que comme vous le savez, sur ChatGPT, il y a des limites de tokens, donc il faut gérer la mémoire. Alors, AutoGPT et BabyAGI sont allés plus loin. Ils ont géré cette mémoire, ils ont fait un peu, ils ont stocké les informations, ils ont fait des résumés quand il y a trop de tâches, parce que c'est un projet trop long qu'on demande au cerveau, ils vont résumer l'historique des choses. Comme nous en fait, comme nous humains. On ne se souvient plus de il y a 10 ans, qu'est-ce que j'ai fait à telle heure précise. Par contre, on a un peu un résumé. Ouais, quand j'avais 10 ans, j'habitais là, on a une sorte de résumé. Et donc ils ont vraiment essayé de reproduire ça et la trame ressemble vachement à un humain. Donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Ça, c'est un exemple justement de ce schéma-là qu'utilise BabyAGI. Et donc, vous avez une sorte de boucle, ça correspond peu ou prou à la boucle que j'ai décrite. Hop, alors, pardon, je vais passer. Hop, je vais passer ici. Donc, alors, on en vient à, justement, parce que là, quand on connaît ça, moi je me suis dit, ok, mais ça veut dire quoi? Ça va être quoi le futur d'un dev? Si le dev, il est capable de juste, on écrit une ligne de code en disant, trouve des pharmacies autour de chez toi, on n'a plus besoin de faire un crawler ou de faire ce genre de truc, donc que va faire le dev dans le futur? Alors, je me suis intéressé à Alors, moi, je l'ai appelé un framework qui a, je ne sais pas trop comment on peut l'appeler. Est-ce que certains d'entre vous connaissent LangChain? LangChain. Alors, pour ceux qui sont sur Python, ça marche sur Python et sur Node. Et ça s'installe super simplement comme une dépendance, pip pour Python et npm pour Node. Donc, je vous conseille d'essayer. En fait, leur logique, la vision qu'ils ont derrière, c'est de se dire, un jour, dans le futur du dev, il va y avoir des agents comme ça. Et le dev, lui, ce qu'il va faire, c'est l'architecture de l'interaction des différents agents. Donc en gros, AutoGPT, ça va être un agent, vous imaginez qu'il va y avoir un agent qui va dire cherche des pharmacies. Il va envoyer la réponse à un autre agent qui va essayer de contrôler la validité de ces pharmacies-là, qui va lui-même l'envoyer à un autre agent pour, par exemple, envoyer un mail de communication à ces pharmacies-là. Et là où le job du dev humain sera, c'est qu'il y aura par exemple un dev, moi c'est ce que je crois, hein, c'est mon opinion, que dans 5 ans, un dev humain, ou dans 1 an, ou dans 6 mois, je ne sais pas quand, un dev humain il va utiliser LangChain pour faire ce schéma-là, pour dire ok, maintenant je vais coder le fait qu'il y a un premier agent qui va faire telle action, qui va envoyer l'info au deuxième, qui va envoyer lui-même l'action au troisième, et qui va vraiment construire cette architecture pour prendre un niveau d'abstraction au-dessus de l'écriture des fonctions. Ce qui ne veut pas dire qu'il va perdre cette compétence micro d'écrire les fonctions, mais en tout cas, il va devoir architecturer les interactions des différents agents IA entre eux. Donc, je me suis intéressé à LangChain. Je me suis dit, est-ce que ça marche ce truc-là? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on peut faire un truc super simplement avec un niveau d'abstraction au-dessus en quelques lignes de code en utilisant ce type de framework? Ceux qui sont sur Node ou Python ou même sur un autre langage, je vous conseille de jeter un petit coup d'œil. Moi, j'étais assez bluffé. Et il y a une vision aussi qui est intéressante. Surtout, il y a des gens qui sont assez fans qui sont assez engagés dans l'open source ou qui sont plutôt open source. La vision qu'ils ont, c'est que les trucs comme ChatGPT, ça va être commoditisé, c'est-à-dire que c'est un cerveau, mais on pourrait très bien utiliser un autre cerveau. Et de fait, si vous avez suivi, moi j'étais aussi bluffé par certains trucs open source comme Llama de Facebook, Alpaca qui a fine-tuné Llama. Donc on peut imaginer qu'il y a plein de monde qui vont faire des concurrents plausibles et sérieux à ChatGPT. D'ailleurs, je pense que c'est le cas déjà. Et donc, leur vision, c'est de dire, OK, nous, notre intelligence, c'est pas uniquement dépendre de ChatGPT, c'est de choisir un cerveau, comme aujourd'hui, vous choisissez un service qui envoie des SMS ou qui envoie donc, voilà, leur vision, c'est ça, c'est commoditiser. Alors, le truc est... Du coup, je me suis dit, est-ce que ça marche vraiment? Alors, bon, comme je suis un peu taquin, j'ai fait une vidéo sur un truc d'actualité, le fonds Marianne. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un code, on va voir combien de temps ça me prend pour faire un code qui va parser un PDF, en l'occurrence le PDF de l'appel d'offres officiel, pour dire, voilà. Et alors, ça n'a pas été fait sous PDF, mais en gros, j'ai pris le texte, j'ai pris le contenu texte, je l'ai mis dans un document, j'ai mis la réponse aux appels d'offres, ceux qui ont été révélés par Mediapart, dans le même document,
Et là, je me suis dit, tiens, c'est rigolo, on va demander en quelques lignes de code. Donc là, la première ligne, c'est text loader, c'est une dépendance enfin, je chope le contenu de ce fichier-là, qui contient toute l'info, l'appel d'offres et la réponse. Ensuite, je fais un truc qui gère la mémoire. Donc, en l'occurrence, j'aurais pu m'en passer, mais c'est pour prouver qu'on peut le faire sur des très très gros documents. Donc là, en fait, c'est tout simple. Vous faites enfin, c'est ce que fait Google, c'est ce que fait plein de. On construit une sorte de moteur de recherche où on indexe un contenu. C'est la deuxième ligne. Et puis ensuite, avec LangChain, ils ont des fonctions qui vous permettent d'interroger une IA sur un corpus de texte. On envoie à ChatGPT des infos. Voilà. Et donc, en gros, je me suis amusé à dire, OK, comme tu as ces infos, alors je n'ai pas tourné la question comme ça, c'est grosso modo, est-ce que tu penses qu'il y a de la corruption ? Et, voilà. Et la réponse, c'est, en fait, on se rend compte que les critères de l'appel d'offres sont effectivement pas atteints dans la réponse. Donc, il arrive quand même à comprendre des trucs. J'ai essayé sur d'autres trucs pour vérifier qu'il n'y ait pas trop de biais. Mais c'est pour vous montrer qu'en fait, si vous voulez demain construire un service de legal tech, donc pour aider par exemple des avocats à aller dans un énorme corpus, schématiquement, ça va être le même truc. L'énorme corpus, ça va être plein de documents textuels que dont vous allez construire une grosse base de données. Et puis, vous allez faire interroger une IA sur ce corpus de texte qui est dans un énorme index. Donc, je pense effectivement que du coup, c'est super puissant LangChain et que l'IA permet de faire assez vite des applis où, moi, je me rappelle qu'il y a 4-5 ans, en tant qu'agence web, j'aurais dit, oula, c'est un énorme projet, quoi. Là, en fait, ça se fait super rapidement. Bonjour à tous. Alors, et dernier point, s'il y en a qui en ont entendu parler, moi j'ai très peu joué avec, mais c'est en gros une interface no-code qui permet de générer vous voyez par exemple les 6 lignes de code que j'ai faites avant, vous pouvez les faire en no-code, en dessinant les trucs. Donc comme on a eu sur le web. Et c'est ça mon point en fait. Donc là j'ai donné un exemple d'un produit, mais il y en a plein qui permet d'avoir finalement un truc. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu, moi c'est mon déroulé, hein, c'est comme ça que j'ai essayé de comprendre, me rentrer un peu dans l'IA depuis quelques mois. D'abord, il y a le prompting que vous connaissez tous. Après, il y a des petits trucs un peu sympas où vous essayez d'apaiser ce prompting pour faire des liens entre applicatifs. Donc ça, c'est l'exemple, vous savez, où il y a le gestion documentaire, vous envoyez dans le CRM pour automatiser des devis. Après, il y a cette histoire d'agent IA et parfois agent autonome IA, donc ça va être AutoGPT et Baby AGI, la tour de contrôle, les actions. Et après, vous avez des frameworks, comme on a eu sur le web, qui vont vachement améliorer la productivité d'écriture de code. Et même comme on a eu sur le web après, il y a eu du no-code. Et ça, je trouve que c'est super intéressant parce que quand j'ai fait ça, je me suis dit, mais on a déjà vécu ça en fait. On l'a déjà vécu sur du web. Sauf que là, ça s'est fait en quelques mois. Et je pense, alors que dans du web, je dirais, c'est quoi, l'arrivée entre... après, ça dépend ce qu'on appelle vraiment no-code. Est-ce que WordPress, c'est du no-code ou pas? Mais grosso modo, je dirais que ça a pris au moins quelques années, peut-être 10 ans, l'ordre de grandeur au global, pour voir apparaître des frameworks plus. Voilà. Et là, cet historique de 10 ans, pour moi, il y a un parallèle très clair sur l'IA, sauf qu'il s'est fait en 6 mois. Et ça, c'est un point super important pour... Alors là, maintenant, je vais vous donner mon opinion. Vous avez peut-être vu... Est-ce que vous avez vu cette pub? Ouais. Moi, la pub, je la trouve géniale. Donc, l'idée, c'est... vous avez un bâtiment en construction et donc l'annonceur, pour dire que tous les logiciels pour toute la partie recrutement, que jamais une IA va pouvoir remplacer le gars qui construit l'immeuble, quoi. Ce qui est vrai en soi. J'ai utilisé cette image pour dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un point de vue que moi je vais, sans jugement de valeur, qualifier de minimaliste, par opposition à des gens qui auront un point de vue maximaliste. Point de vue minimaliste, c'est bon, l'IA c'est cool, mais il y a quand même, c'est un peu surfait quand même, il y a un côté un peu mode et ça va pas servir à grand chose. Moi, mon opinion, c'est que je partage pas cette opinion. Je comprends pourquoi est-ce que elle a de la force. Je voulais montrer un exemple où moi-même je me suis dit la pub est brillante et je trouve que ça a de la force. Mais avec ce que je vous ai montré, je pense qu'en fait, là, par exemple, quand on utilise LangChain pour faire ce genre d'applicatif, la vitesse de code, c'est au moins x10, peut-être x50 ou x100, ce qu'on aurait fait il y a 15 ans
on aurait reconstruit un moteur de recherche, on aurait machin, on aurait dû entraîner un réseau de neurones, il y aurait eu 500 000 trucs à faire. Et en tant qu'agence web, je ne sais pas combien on aurait pricé, mais il y aurait eu le même facteur de prix, quoi. Donc, du coup, mon opinion, c'est qu'on peut se permettre, quand on voit tout ça, et qu'on n'est qu'au début, et que on peut quand même, je pense que c'est le moment, enfin voilà, moi je pense que ça permet de légitimer le fait de se dire, ouais, c'est pas qu'une mode, quoi. Après, il y a le point de vue maximaliste. Bon, grosso modo, c'est les gens qui disent nous vivons déjà dans une simulation depuis décembre 2022 parce que ChatGPT a pris possession de... Voilà. Alors, je prends l'exemple bien sûr de Matrix parce que c'est marrant, mais en fait, je ne me moque pas du tout de ce point de vue-là, même si je ne le partage pas non plus, parce que je pense qu'il y a des arguments forts. Je ne pense pas que l'IA remplacera les développeurs à court terme. Et justement, parce que, enfin, je vais vous dire mon opinion là-dessus. Et il y a quand même des arguments forts. L'argument principal mathématique qu'il y a derrière, c'est, alors je ne sais pas si vous êtes, vous voyez la suite de Fibonacci, c'est en gros une exponentielle. Là, la théorie qu'il y a dans les maths, c'est de dire si on fait une seed AI qui est vraiment généraliste, en fait, la croissance de l'intelligence, elle ne va pas être juste exponentielle, ça va être une exponentielle d'exponentielle. Bien sûr, il y a des limites physiques, tout ça, mais grosso modo, la suite de Fibonacci, vous imaginez donc des lapins, vous avez 2 lapins. Bon, c'est des lapins donc, qui se reproduisent, et puis il y a une deuxième génération de lapins qui se reproduit, donc ça c'est une croissance exponentielle. Mais maintenant, vous imaginez qu'à chaque génération de lapins, les lapins deviennent plus gros et ils se reproduisent plus vite qu'à la génération d'avant. Donc vous imaginez bien que si vous avez ce double effet, en fait vous allez être envahi par des lapins partout dans le monde. L'analogie avec l'IA, c'est vous remplacer la taille des lapins, et la taille et le nombre des lapins, par l'intelligence digitale. Parce que là, l'intelligence digitale, elle se réplique, donc ça c'est une reproduction, comme une suite de Fibonacci, mais elle se réplique en étant plus intelligente, et ça c'est l'analogie avec des lapins plus gros qui se reproduisent plus vite, quoi. Donc, du coup, je ne me moque pas du tout de ce point de vue-là. Je pense que voilà. Et puis, si vous regardez un peu les agents, voilà. Bon, mon opinion, c'est qu'en fait, il y a un report de valeur et que l'humain est très très bon pour un truc, c'est qu'on est capable de prendre de la hauteur à chaque fois et d'avoir aussi une intelligence assez transversale. Donc, du coup, typiquement, pour moi, un humain, c'est ça qu'il va faire demain. C'est il va organiser... on y reviendra un peu, mais c'est un peu comme les user stories. Vous aurez des stories avec des agents IA, et un humain, il va essayer d'organiser ça, de voir si c'est réaliste, et il va aussi... en fait, l'idée de fond que je veux défendre, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'asymptote dans la valeur du produit que vous pouvez construire. Notre job en tant que dev, c'est de faire un bon produit, que tout le monde soit content, que le truc il marche bien, qu'il n'y ait pas de bugs, que les features soient cool. Et ça, je pense que c'est pas... En fait, il n'y a pas un maximum, il n'y a pas une barre max. On peut toujours faire un produit qui est au moins un peu meilleur. Et du coup, pour moi, le développeur, vraiment dans le pire du pire du pire, ce qui perd, alors là je l'ai barré, pour moi le pire du pire qui peut perdre à court terme, c'est grosso modo ce que je vais qualifier de la partie scribe. C'est-à-dire vous avez un ticket Jira qui est 100% bien détaillé, parfaitement écrit, il n'y a aucun besoin de le challenger, il n'y a aucun besoin de le valider. Voilà, non, mais on est d'accord, ça arrive quasiment jamais. Mais donc, et ça, c'est vraiment la réaction que j'attendais. C'est-à-dire que ça fasse rire des gens, parce que vous comprenez que votre métier est beaucoup plus complexe que ça. On ne fait pas que ça. Et pour moi, il y a une grosse partie, en tout cas de la valeur, qui est sur le fait déjà de comprendre ce que veut le client ou le PO, ou challenger un ticket. Il y a aussi toute la partie que je trouve, pour moi, qui est l'intelligence transverse. C'est-à-dire... ok, je suis back-end, je ne suis pas admin 6, mais à un moment, je vois qu'il y a un truc qui ralentit et pourtant, j'ai l'impression que mon code, il est plutôt opti. Peut-être qu'il y a un truc qui ne marche pas dans l'infra, il y a un signal faible, je communique, j'essaye de voir. Donc ça, c'est vraiment avoir une certaine sensibilité, c'est-à-dire une intelligence transverse. Et je n'ai pas vu d'IA l'avoir aujourd'hui, puisqu'elle est toujours... l'IA, il y a des points, et il y a du bonus, c'est entraîné sur du bonus et du malus, ce qui m'a l'air assez différent d'un fonctionnement humain. Voilà, donc grosso modo,
C'est ça mon point de vue, c'est que à court terme, ouais, peut-être que la partie script va un peu disparaître, hein. Si vous avez un ticket, par exemple sur les regex, l'IA va le faire mieux qu'un humain, c'est parfaitement décrit. Par contre, pour implémenter cette regex dans un produit, pour challenger la tâche, pour essayer de la valider, pour aller détecter tel ou tel problème, bon bah là, moi je pense que vous ne serez jamais remplacé. Et à l'inverse, on va voir que l'IA vous permet de gagner des trucs. Donc ça, c'est ce que vous pouvez perdre. On a vu ce que vous pouvez perdre, ce qui va rester constant. Et à mon avis, il y a pas mal d'opportunités. Mais grosso modo, l'idée, bon, je vais passer très très vite sur cette slide, c'est que déjà dans tous les cas, tous les soft skills aussi que vous pouvez déployer, eux, ils ont de la valeur, ils ne vont pas bouger. Donc, pour moi, le fait qu'un dev va disparaître, c'est un mythe. Le risque, c'est par contre que si vous concevez votre job comme juste, on m'a donné un ticket Jira, surtout je ne communique pas, je crache des lignes de code et surtout je ne le teste pas derrière, ce qui ne devrait pas être trop... Enfin, je pense que là, c'est vraiment, pour le coup, si vous êtes dans cette logique-là, je pense que ce serait dangereux. L'IA serait dangereuse parce qu'elle pourrait vous remplacer. Donc si vous dites uniquement que votre job c'est d'écrire des lignes de code exclusivement sur quelques hard skills, je pense que là il y a un risque. Mais à l'inverse, si vous êtes juste avec un peu de communication, d'analyse, de sensibilité sur des tâches, ça va bien se goupiller. Je parlerai des opportunités juste après. Je voulais juste finir sur une opinion là, pour le coup. Hein, désolé, c'est vraiment hyper personnel. Je pense que c'est super important de bien maîtriser cette partie IA parce que pour moi, le risque, comme ça s'est intitulé, les mythes, les risques, les opportunités. Pour moi, le risque qui est le plus important, en fait, c'est pas tellement qu'une IA prenne le poste d'un dev. Ce serait que justement tout soit concentré sur un seul acteur, type OpenAI. Ça, c'est un truc qui me fait beaucoup plus peur. Après, ce qui est génial, c'est que si vous voyez toute l'actualité open source qu'il y a, les concurrents qui se développent, et j'espère que le plus vite, il y aura beaucoup de développeurs qui connaîtront l'IA, le plus vite, on se dérisque d'avoir un pouvoir qui est concentré dans les mains d'une seule entité. C'est faisable des concurrents open source, parce que j'ai cru comprendre que ça coûtait très très cher à entraîner l'intelligence artificielle, notamment en petits humains qui vont entraîner derrière. Tout à fait. Alors Facebook a développé Llama en open source. J'ai fait le test, hein, j'ai installé sur ma machine en full offline. Ça n'a pas le même Elo que ChatGPT, donc en fait il y a des petits classements, voilà, donc ça reste quand même moins performant, mais c'est un bel exemple. Et derrière, ce qui est très intéressant, ça va être le point futur, c'est qu'il y a des synergies humain-IA, y compris pour construire des IA. Donc, dans ce cas précis, il y a, je crois, c'est Stanford qui a fait Alpaca. Alpaca, ils ont pris la base open source de Facebook. Ils ont fait un truc très intelligent. Ils se sont dit, tiens, si on utilisait OpenAI pour générer des questions-réponses d'entraînement du truc open source. Ils ont payé $500. $500, hein, on ne parle pas des 100 millions de levée de fonds, ça. Ils ont payé $500. Et quand vous voyez le résultat du fine-tuning, c'est vraiment impressionnant. J'ai fait le test en local, en offline. J'ai fait le test sur qui a gagné la Seconde Guerre mondiale. Alors, je l'ai fait en anglais parce que ça n'a pas été entraîné en français. C'est bien inférieur à ce que fait GPT-4. Hein. Mais c'est une preuve de concept qu'avec $500, vous pouvez prendre un truc open source, vous pouvez le fine-tuner et vous avez un truc qui tourne sur votre machine. Et sur une machine comme ça, hein, qui n'est pas un serveur surpuissant, quoi. Ouais. Oui, juste une petite question. Dans tous les appels d'API que tu as dit tout à l'heure, c'est essentiellement du cloud. Oui. Est-ce que tu as essayé du coup de traiter sur des choses plus locales? Ouais. Et quels sont les résultats? Ouais, tout. Ça pose des problèmes de confidentialité aussi? Tout à fait. Il y a de la perte de... C'est exactement. Pour moi, en fait, c'est vraiment ça. Je suis entièrement d'accord. Le risque de la concentration du pouvoir, c'est que si vous avez un truc purement cloud, avec en plus un seul acteur qui a une politique de privacy nulle à chier, parce qu'OpenAI est pas très. Je crois qu'ils sont en train de développer un truc plus business pour ça. Mais dans tous les cas, il y a un risque énorme. On comprend toutes les. Enfin, je veux dire, l'actualité est remplie aujourd'hui de cas d'espionnage industriel, de données qui sont perdues, de trucs de propriété intellectuelle. Donc dans l'exemple que j'ai donné, justement, je vous invite à regarder Alpaca. Il y a une petite dépendance qui a apaisé ce truc open source.
Donc quand je l'ai fait vraiment en local, j'ai construit une petite interface de type chatbot, c'est moi qui l'ai codé sur mon local, je me suis mis en place. Ouais. C'est ça, c'est ça. Donc je pense que du coup, enfin moi je pense que c'est effectivement le plus l'avenir pour en tout cas des entreprises d'avoir des IA qui tournent sur leur propre serveur de manière peut-être un peu close. Pour l'entraînement, il peut y avoir un pré-entraînement sur du cloud. Par contre, pour le run un peu quotidien où il y a des datas sensibles, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui seraient beaucoup plus safe en se disant ok, ouais, c'est on-premise sur mes propres serveurs. Mais c'est presque, j'ai envie de dire, c'est presque une question politique là-dessus. C'est qu'est-ce qu'on veut, quoi. Est-ce qu'on veut donner toute notre info, toutes nos connaissances à un acteur privé sur lequel on n'a absolument aucun contrôle, qui est un océan qui est loin au-delà de l'océan, quoi. Après, l'entraînement ne s'arrête pas tout le temps. Pardon ? L'entraînement est toujours continuel. Oui. On n'arrête pas. On a des steps, mais Ouais. on ne l'arrête pas. Donc avoir un acteur extérieur, ça permet d'avoir ça une évolution. Je vais contrecarrer. Ouais. Notre ami Google a eu des instants forts. Après, il peut y avoir du piratage, il peut y avoir des fuites de données. Complètement. Mais l'avantage de ce monopole, c'est que ça permet de faire une évolution beaucoup plus rapide, très soudaine. On le voit pour les 6 mois qui viennent de se passer. C'est pas pour faire l'apologie. Bien sûr, non, mais c'est... Je le dis pas, mais c'est une force d'avoir ce monopole. Moi, ce que j'imaginerais comme... c'est vraiment une opinion. Ce que j'imaginerais comme manière un peu idéale de faire les choses, c'est qu'en gros, il y a un truc centralisé pour la partie... avec peut-être un peu plus de sérieux sur la privacy, mais un truc centralisé pour les requêtes pas très graves, enfin pas très sensibles, et qu'on puisse assez facilement exporter, parce que le réseau de neurones, une fois qu'il est entraîné, on n'est pas obligé de faire un export à chaque minute ou à chaque seconde d'avoir la version. On pourrait très bien imaginer un export, on pourrait très bien avoir le réseau de neurones en local avec des extracts réguliers qui viendraient d'un acteur centralisé. Et par contre, quand on fait l'extract en local, c'est l'extract en local qui va interagir sur les données privées. Ça va faire comme les agents cloud. On ne met pas tous nos serveurs potentiellement confidentiels chez Amazon. Voilà, exactement. Je pense qu'effectivement, la trame un peu de fond, c'est que cette évolution de l'IA, pour moi, elle suit. Il y a un parallèle flagrant avec l'évolution du web. J'avais montré quelques exemples. Moi, je connais mieux sur la partie framework, mais je ne suis pas hyper... de l'Infosys, Admin 6 un peu, ou un peu là-dessus. Je suis ingénieur DevOps, donc tout ce qui est cloud. Ouais, c'est ça. Mais je pense que ce serait intéressant de se dire, de lister un peu tous les points d'évolution de l'IA actuelle qui correspondent aux évolutions, aux réflexions, au cheminement qu'on a eu aussi sur la partie web. Je pense que les deux sont parallèles. Ouais. Oui, c'est une fuite en avant. Quand j'ai débuté le web en 1994, à l'époque, on était tous autonomes et c'était le but. Aujourd'hui, on est tous dépendants. C'était pas forcément le meilleur résultat. C'est que en parallèle à toutes ces évolutions, on n'a pas su aussi inculquer aux utilisateurs suffisamment d'autonomie ou même pour faire fonctionner un moteur de recherche dans tous ces recoins, ou même à 50%, personne ne le sait faire. Chacun utilise une recherche classique. Au bout du compte, Google il a été complètement surinvesti de requêtes. Il a dû développer des systèmes qui sont des systèmes malins pour empêcher de trop stocker et de maximiser le cache, de maximiser l'autocompression, de maximiser aussi la position 0 de Google qui fait qu'on n'a plus besoin d'aller chercher le défini des pages, etc. Donc en fait, il y a ce phénomène-là, je ne parle pas, mais les utilisateurs, ils sont très importants dans l'histoire. Donc aujourd'hui, perdre, vous n'allez pas perdre, vous les développeurs, je ne suis pas développeur. Mais je suis créateur de site web. D'ailleurs, les créateurs ont disparu la plupart du temps. Le no-code de WordPress, moi je vois aujourd'hui des concepteurs de web, concepteurs de site web, pas des créateurs. La partie création a disparu. Moi, ce que je redoute avec l'IA, c'est une fuite en avant dans la création, où toute la création est absorbée en ce moment. Et les créateurs, nous, on est mis à mal d'une manière générale, et la puissance est notre avenir, oui, il a posé flagrant. Et ensuite, pour les codeurs aussi. Oui, je comprends. Donc en gros, le risque, ce serait en gros qu'il y aurait, je sais pas, par exemple, toute la partie créa qui serait déléguée à Midjourney, derrière une IA qui intègre ça en mode web. Ils le font de façon non éthique. Après, ils se servent. C'est complètement ahurissant. Oui, non, effectivement, ça c'est assez marrant. J'avais pas pensé à ce risque-là, mais je pense qu'il est hyper légitime et hyper réel et hyper vécu. C'est peut-être un point de vue naïf, mais
j'aurais tendance à imaginer que justement le créa, ce qu'il va faire, c'est se dire, ok, donc la partie site vitrine, grosso modo, il va avoir un levier de productivité très rapide. Je vais faire des retouches, valider des trucs. Cette partie qu'on connaît aujourd'hui, elle va être faite assez rapidement. Mais derrière, je vais peut-être utiliser l'IA pour d'autres trucs justement beaucoup plus créatifs. Par exemple, je sais, ouais, donc. Il faut savoir que la création, c'est quelque chose qui vient de soi. Donc, ouais. Dès qu'on a quelque chose qui est rempli à l'écran, on n'est plus trop dans la création, on est dans l'appropriation. D'ailleurs, c'est un concept, c'est même un mouvement artistique. On prend des œuvres et on l'adapte, on bidouille quoi en fait. Donc la création, ça demande toujours une page blanche. Ça, il ne faudra jamais oublier. Donc l'IA n'est pas dans ce domaine. Vraiment. D'ailleurs, moi je ne vois pas un mauvais œil de l'IA, mais il ne faut pas qu'elle fasse tout. Parce que ça n'a plus de sens. En fait, elle peut nous aider dans les tâches de mise en forme, de correction des images, détruire une image, tout ça, bien sûr. On a déjà eu ça, c'est un plongement intéressant, mais on ne peut pas empiéter partout, sinon on se tire une balle dans le pied. Moi, voilà. Ouais, je comprends la crainte pour pas trop. Voilà, oui, parce que, je déborde un peu, désolé. Effectivement, j'en parle un peu après. Pour moi, c'est vraiment un report de valeur, c'est-à-dire qu'on a vécu. Alors, moi, je connais pas le métier de créa, je suis plutôt côté dev, mais je pense qu'on a eu un peu la discussion côté web où on s'est dit, oh là là, maintenant qu'il y a WordPress, il n'y aura plus d'agence web. En fait, on se rend compte que les développeurs, au contraire, ils ont investi d'autres champs. Et ils ont utilisé, à chaque fois il y a eu des outils de productivité, et puis on a réussi à trouver, et maintenant ça devient, le web c'est plus du tout juste des pages avec des formulaires et de l'information ou des formulaires, il y a plein de modules, et justement après j'essaierai de montrer un peu qu'on peut faire des nouvelles interfaces vachement plus créatives avec de l'IA, donc moi mon point de vue c'est qu'il y a un report de valeur, et que les créas, ils vont moins se concentrer sur la partie site vitrine, ou sur la partie très graphique, mais ils vont construire autrement. Et qu'il y aura un report de valeur. Mais voilà, je veux pas, désolé, j'ai un peu empiété. Ouais, merci. Voilà, donc très rapidement pour conclure, pour moi, il y a en tout cas toutes ces opportunités-là sur ce déport de valeur, et j'essaierai de vous montrer un peu plus juste après. On peut, en tout cas, ce qui est certain, moi je vous garantis que j'ai appris beaucoup plus vite grâce à ChatGPT. Donc dans la formation, je pense que c'est là où on va voir les premiers cas d'usage très très forts. Pareil pour le troubleshooting, mais le troubleshooting c'est de l'apprentissage. Si on ne voit pas pourquoi il y a un problème, c'est qu'il nous manque un concept, donc on doit apprendre. Et du coup, comme il n'y a pas pour moi d'asymptote à faire un produit créatif et excellent, on trouvera toujours notre place. Et voilà, il y a une dernière idée que je n'ai pas trop le temps d'évoquer, mais je pense qu'il va y avoir une convergence forte de plusieurs métiers, le PO, le développeur, l'ingénieur, parce que, in fine, si on élimine la partie scribe, le point commun entre ces trois métiers, c'est que vous voulez faire un bon produit et que vous êtes attentif à des signaux faibles et que vous êtes prêt à challenger des tickets, que vous êtes prêt à les tester, que vous êtes dans une démarche de construction pour faire un truc génial. Et on a trois métiers qui pourraient converger dans le futur. Voilà.